pouvoir continuer la journée avec le deuxième atelier. Le deuxième atelier, c'est un atelier de réflexion sur les besoins, sur l'abordabilité en logement, sur des besoins qui, évidemment, évoluent à travers le temps, à travers les cycles de vie, à travers les territoires. Donc, l'idée de cet atelier-là, c'est de zoomer, pour bien parler, de mettre l'emphase sur des aspects particuliers des besoins en logement et de l'abordabilité. On va parler d'accession à la propriété. On va discuter de marché locatif privé et des aides en logement. On va parler aussi de marché locatif privé et de vieillissement de la population, qui est un gros morceau, en fait, sur la question de la demande. Et on va terminer l'atelier avec une ouverture ou une perspective sur la définition même du concept d'abordabilité. Et donc, c'est autant de perspectives originales et je pourrais dire stratégiques en recherche, mais aussi en besoin de données en recherche. Et donc, on a 4 présentations. La première est de Nick Rivington, Aspiration des jeunes ménages à l'accession à la propriété dans le Grand Montréal en contexte de crise du logement. La deuxième de Xavier Leloup, Relation entre type de logement locatif et bien-être économique des ménages, une étude à partir de l'enquête canadienne sur le logement, cycle 1 2018. La troisième intervention est celle d'Hélène Bélanger, le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées. Et la dernière de Adam Mongrain sur la question du logement abordable, une impasse conceptuelle. Et donc, je vais laisser la parole à Nick pour la première intervention. Merci. Bonjour et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais parler d'une recherche que je suis en train de mener avec vraiment, il faut souligner, l'aide précieuse de mon étudiant au doc, Emery Shaw, qui a en fait mené toutes les entrevues d'où sont tirées les données que je vais présenter. Je veux aussi préciser que je vais être assez critique du concept de l'accession à la propriété et je veux souligner qu'il ne faut pas confondre ma critique de l'accession à la propriété en tant que priorité politique, par exemple, avec le fait d'être propriétaire ou de vouloir accéder à la propriété. Donc, je ne veux pas dire que non, on ne devrait pas souhaiter accéder à la propriété, mais parfois, quand je discute avec des gens, ils sont un peu... mais c'est quoi le problème avec l'accession à la propriété? Mais ce n'est pas l'accession à la propriété en soi qui est le problème. Donc, pour commencer, il y a toute une littérature scientifique qui parle des politiques publiques qui favorisent l'accession à la propriété. Dans plusieurs pays, c'est vraiment le but des politiques en logement, c'est de favoriser l'accession à la propriété. Et ces politiques sont en fait soutenues par une sorte d'idéologie d'accession à la propriété. Ce n'est pas forcément parce que l'accession à la propriété est meilleure qu'on soutienne ces choses, mais plutôt qu'il y ait une idéologie qui propose que c'est mieux de promouvoir l'accession à la propriété. Et les individus ont aussi tendance à internaliser la désirabilité de la propriété. Pas forcément parce que c'est mieux pour des raisons matérielles ou économiques, mais parce qu'il y a cette idée un peu culturelle que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut accéder à la propriété pour réussir à la vie. Et donc, l'accession à la propriété, historiquement, c'est quelque chose qui a été promu surtout par la droite politique. Si on prend les exemples historiques des gouvernements qui ont le plus poussé à avancer l'accession à la propriété, c'était souvent les gouvernements fascistes, par exemple en Italie, en Espagne. Mais ce n'est plus le cas que c'est quelque chose exclusivement une priorité de la droite politique. C'est devenu
quelque chose de plus en plus poussé aussi par les partis de gauche ou du centre ou peu importe. C'est devenu une sorte d'incontournable des politiques publiques dans plusieurs pays, dont le Canada, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. On peut aussi parler de ce concept d'asset-based welfare qui était vraiment mis de l'avant par Bush, par exemple, aux États-Unis. C'est l'idée que la valeur de la maison, la valeur de cet actif qui est la maison d'un ménage, pourrait remplacer l'État-providence, par exemple. Pas sûr, mais c'était ça l'idée. Et donc, pour donner des exemples plus concrets de comment les politiques soutiennent l'accession à la propriété, on peut parler de toutes sortes de... C'est pas une liste complète, mais on pourrait parler de la titrisation hypothécaire qui favorise, qui fait en sorte qu'il y a du crédit disponible pour faire des prêts hypothécaires. Il faut des politiques publiques qui permettent de faire ça. Il y a une grande réduction du financement pour le logement social, au fédéral dans les années 90, plus récemment au Québec aussi, au niveau provincial. Il y a toutes sortes de mesures pour soutenir l'achat d'une première maison, notamment le CELIEP. Ce n'est pas la seule. Une des plus importantes, je dirais, c'est l'exemption du gain en capital pour la résidence principale. En fait, c'est une très grosse subvention de l'accession à la propriété. Et donc, comme j'ai dit, il y a des bénéfices réels de l'accession à la propriété. Il y a des écrits qui ont regardé, par exemple, la satisfaction de la vie, la participation à la communauté. Il faut dire que les bénéfices sociaux sont souvent, en fait, modestes. Même s'ils sont réels, sont quand même modestes. Il ne faut pas surestimer ces bénéfices sociaux. Il y a bien sûr des bénéfices privés, il y a toutes sortes de raisons qu'on pourrait vouloir accéder à la propriété, mais en fait, les bénéfices individuels ou privés des ménages sont souvent surestimés, tandis que les coûts seront sous-estimés. Donc, on va surestimer notre gain en capital, par exemple, et on va oublier le fait qu'on a dû payer tel ou tel taux d'intérêt pendant 20 ans, qu'il faut vraiment... si on revend notre maison à 2 fois plus qu'on l'a acheté, ce n'est pas toute la différence qui est du profit, en fait. Il faut soustraire tous les coûts associés avec les taux d'intérêt, l'entretien de la maison, etc. Et donc, certains chercheurs ont en fait parlé de cette idée d'une fausse promesse, ou les politiques qui visent à augmenter le taux d'accession à la propriété, en fait, ont parfois un effet inverse. En fait, on voit un déclin du taux d'accession à la propriété et que avec cela, on voit aussi des inégalités de richesse. Certaines personnes qui peuvent se permettre d'acheter une maison et d'autres qui n'arrivent plus, et une plus grande volatilité du marché. Et donc ça, ces auteurs ici, Arundel et Ronald, leur étude était sur les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, qui sont des sociétés classiquement associées avec l'accession à la propriété les grands pays anglo-saxons. Il y a récemment eu cette enquête au Canada qui a regardé en fait les mêmes enjeux, la même problématique au Canada. Une collègue à Vancouver. Et ils ont trouvé à peu près la même chose. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi au Canada, toutes sortes d'inégalités qui sont associées avec l'accession à la propriété, des inégalités de genre, des inégalités selon si ce sont des ménages issus de l'immigration ou pas, et bien sûr des inégalités générationnelles. Et donc, c'est un accès libre. Donc, je vous invite à le retrouver vous-même, même si vous n'êtes pas dans une université, vous pouvez le retrouver. Donc, le cas de Montréal est quand même assez intéressant pour regarder cette question de l'accession à la propriété parce que
historiquement, c'est une ville avec une faible taux d'accession à la propriété. C'est une ville locataire. Et donc, si on regarde, par exemple, une comparaison de Montréal avec toute la région métropolitaine, la ville a une plus faible taux d'accession à la propriété, bien sûr. On voit la même tendance à Toronto. La ville a une taux d'accession moins élevé que l'ensemble de la région métropolitaine. Mais on voit aussi que dans les deux cas, la ville et la région, le taux d'accession à la propriété est plus faible à Montréal qu'à Toronto. À Toronto, pour la région entière, ce n'est pas si différent de la moyenne du Canada dans son ensemble. Si on regarde d'une perspective chronologique, on voit qu'en fait, il y a une sorte de convergence très lente entre la région de Montréal et le reste du Canada. Il y avait une baisse entre 2016 et 2021 dans le taux d'accession à la propriété, mais un peu moins important que la baisse dans l'ensemble du Canada ou par exemple à Toronto. Et donc, les données que je vais présenter sont tirées des entrevues que nous avons menées avec des ménages qui s'intéressaient justement à accéder à la propriété dans la grande région de Montréal. Il faut préciser que malgré nos meilleurs efforts de recruter des participants des banlieues ou d'autres parties de l'île de Montréal, à peu près presque trois quarts des répondants se situent dans cette zone centrale en jaune ici. Donc, c'est des quartiers gentrifiés avec une forte proportion de jeunes adultes. Donc, c'est vraiment un certain type de ménage dans un certain type de milieu urbain qui est vraiment qui domine l'échantillon. Et nous avons ensuite fait une analyse des discours et des thématiques que les entrevues ont soulevées. Et donc, on a fait une sorte de typologie des répondants. Et je donne les nombres de personnes qui se trouvent dans chaque type, dans chaque catégorie. Le but ici n'est pas de dire qu'un certain type de ménage est plus commun qu'une autre. L'idée n'est pas d'être représentatif, mais l'idée est plutôt de donner la diversité de types de ménage et d'aspiration quant à l'accession à la propriété. Et vous pouvez rester. Je ne vais pas avoir le temps de passer à travers chaque catégorie en détail, mais les carriéristes du logement sont vraiment ceux qui voient vraiment l'accession à la propriété comme un but en soi. C'est vraiment quelque chose qu'ils souhaitent vraiment accéder à la propriété. Et souvent, il y a une pression familiale. Mon père a travaillé très fort pour pouvoir y accéder. Et donc, pour moi, si je n'arrive pas, c'est une sorte d'échec. Vraiment ce type de perspective. Les couples hésitants, ce sont des personnes qui sont en couple, ils vivent dans le marché locatif, et en fait, ils sont vraiment bien dans le locatif, mais ils commencent à voir le contexte du marché immobilier et se dire, bien, si jamais il fallait déménager, bien, on vit dans cet appartement depuis plusieurs années, donc notre loyer est assez bas, mais on voit une hausse des loyers dans les appartements qui sont disponibles autour, donc on serait vraiment mal pris si jamais il fallait quitter cet appartement. Et donc, c'est pour ça qu'ils commencent à réfléchir à accéder à la propriété. Les jeunes familles, comme j'ai dit, les ménages sont principalement dans des quartiers centraux. Donc, c'est pas forcément, ils ne souhaitent pas forcément accéder à la propriété pour quitter la ville, pour accéder aux banlieues, mais c'est plutôt qu'ils n'arrivent pas à trouver certaines caractéristiques pour leur ménage plus grand avec des enfants dans le marché locatif en ville. Donc, ce n'est pas forcément que les logements qu'ils souhaitent avoir n'existent pas en ville, c'est que ces logements en ville, il faudra l'acheter. Il faudra acheter, par exemple, un plex pour se garantir d'avoir accès au cours du logement, par exemple. Les chercheurs de stabilité, c'est vraiment des personnes qui ont subi des problèmes dans le marché locatif. Ils ont
par exemple, ils ont eu des tentatives de rénoviction ou des hausses de loyers abusifs. Et donc, c'est pour ça qu'ils souhaitent accéder à la propriété. C'est vraiment pour se permettre une sorte de stabilité qui, pour eux, n'est pas possible dans le marché locatif. Finalement, il y a un groupe qu'on appelle les investisseurs célibataires. Dans notre échantillon, c'est tous des hommes, des jeunes hommes, qui, vraiment pour eux, l'accession à la propriété est un investissement. C'est pour ça qu'ils souhaitent accéder à la propriété, c'est vraiment pour y investir. Et donc, ce qu'on observe est une sorte la grande majorité des ménages ne s'intéressent pas forcément à l'accession à la propriété en soi. Ils souhaitent accéder à la propriété parce que il y a une instabilité dans le marché locatif. Ils souhaitent investir et pour eux, ils voient que s'acheter une maison, ça me permettrait d'investir. Mais ce n'est pas forcément pour être propriétaire en soi. Et donc, on voit dans le contexte actuel des incitations à devenir propriétaire malgré soi, qui conduit à une concurrence dans le marché qui, en fait, déstabilise le marché locatif, qui fait en sorte que ces gens souhaitent devenir propriétaires. Et donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Et donc, je me demande si ce phénomène remet en cause, en fait, les politiques favorisant l'accession à la propriété. Faut-il, par exemple, dans les politiques du logement, favoriser plutôt la stabilité résidentielle? Est-ce qu'il nous faut, par exemple, des meilleures protections pour locataires, d'autres façons de garantir une certaine stabilité? Et donc, ça conduit un peu une question dans les politiques de logement. Est-ce qu'on devrait viser des politiques qui sont plus neutres en matière de mode d'occupation, ce qu'on dirait, comme on dirait en anglais, des tenure neutral housing policy? Et donc, je vais terminer avec ces réflexions-là. Donc, merci et j'attends vos questions après. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la deuxième présentation de M. Xavier Leloup. Alors, on quitte l'accession, la propriété, et on se dirige vers la location. Oui, merci, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. On dit... Ah oui. Ce dont je vais vous parler ce matin, dans le fond, effectivement, on va changer. On va être dans le domaine je ne dis pas du marché, mais bien des locataires. C'est une différence sémantique, mais qui a une certaine importance dans ce qu'on fait. Donc, je vais vous présenter en fait un papier qu'on vient de publier avec des collègues dans le cadre d'un partenariat qui est financé par la SCHL et le CRSH dans le cadre en fait du financement qui provient, on en a parlé ce matin, de la stratégie nationale sur le logement. Je remercie aussi le SIC, c'est un des centres de données où on peut avoir accès justement à l'enquête canadienne sur le logement dont on a aussi parlé ce matin. Et on peut y avoir accès, évidemment, pour le fichier, ce qu'on appelle le fichier de microdonnées. Je vais juste dire que notre collègue de Statistique Canada ce matin a dit que c'était aisé. Il faut quand même y mettre un peu de sueur et de sang. Donc, c'est pas aussi aisé que ça. Alors, ce dont je vais vous parler ce matin, dans le fond, c'est des réflexions qu'on fait au sein d'un réseau pan-canadien de chercheurs. On s'intéresse évidemment à ce qu'on va dire la crise du logement pour faire court. On pourra débattre, si vous voulez, du mot crise, etc. Mais ce n'est pas vraiment intéressant, en fait. Ce qui compte, c'est qu'on veut un peu aussi changer le regard et développer un autre regard sur les conditions de logement. On appelle ça méso, c'est-à-dire plus s'intéresser, dans le fond, aussi ce que fait depuis quelques années, par exemple, l'OCDE ou les grands organismes internationaux là, de développement économique, au bien-être des personnes et des ménages. Et aussi, on va dire, dans le logement, à la question des psychologues, la question de l'affordance. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin.
juste pour dire qu'on essaie quand même aussi de garder un regard sur les politiques. On voulait aussi relier ça, dans le fond, aussi aux politiques du logement, et donc pas seulement regarder le bien-être individuel comme vu comme un facteur purement individuel, lié à des préférences individuelles, mais qui est lié aussi à un contexte politique, en fait, et ce que font très bien, évidemment, les économistes en économie politique critique. Hein, et eux, ils vont très fort sur la structure, le contexte, et nous, on va essayer de faire un peu un lien entre les deux. Donc, on peut passer à la suivante, et donc, on va parler d'abordabilité, d'aide au logement et de bien-être économique, en fait, des ménages locataires. La première évidence, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est sûr que si vous vivez dans un logement abordable, votre bien-être économique va être supérieur. Time. Deuxième chose, par contre, c'est qui est plus difficile pour, entre autres aussi, les décideurs, c'est de savoir, ce n'est pas un débat nouveau en études sur le logement, là, mais c'est où on va mettre de l'investissement, quel type d'aide va avoir, dans le fond, un effet positif sur le bien-être. Alors ici, je parle du bien-être économique ce matin, mais avec mes collègues, on regarde aussi la santé, le type de quartier dans lequel vous arrivez, etc. Tout ça grâce à l'enquête canadienne sur le logement, qui effectivement est très détaillée sur toute une série de variables fort intéressantes. Par contre, il y a un problème, c'est qu'on remarque qu'il y a deux difficultés, c'est que les résultats, en fait, sont mitigés et contradictoires. Pour deux raisons. Ce qu'on va appeler des effets de composition liés en fait aux ménages locataires. Tous les locataires ne sont évidemment pas égaux. Il y a des locataires qui ont des revenus différents, il y a des locataires qui ont des situations familiales différentes, il y a des locataires qui ont des âges, des santé, etc. Vous pouvez évidemment vous imaginer ça. Et les politiques du logement ont tendance à évidemment se tourner vers ceux qui ont le plus de besoins, ce qui introduit évidemment un biais de sélection et donc qu'il faut contrôler. Et donc les premières études qui ont eu lieu là-dessus, ils ne tenaient pas en compte ce biais-là et donc ça donnait des résultats contradictoires, qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de bien-être économique dans les HLM ou dans le logement social, par exemple en Australie, mais c'est assez évident parce que ça concentrait les personnes qui avaient des faibles revenus. Donc il faut contrôler pour l'effet de composition. Et la deuxième, c'est la diversité des aides. Et ça, le Canada, au travers d'une longue histoire, là, on en a un peu parlé ce matin, au travers de l'évolution de la loi sur l'habitation, il y a eu plusieurs types d'aides. Les coops, les OBNL, plus proches de nous, mais en fait aussi d'abord le logement social public, les HLM à Montréal, par exemple. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte et toute aide n'est pas égale à toute autre aide. Et donc, les débats aide à la pierre, aide à la personne, l'intensité de l'aide et finalement la formule de calcul des loyers va aussi avoir une importance. Alors, premier type de choses qu'on a fait, c'est qu'on a créé une typologie pour, dans le fond, régler le deuxième problème qui nous paraissait le plus important et qui nécessitait un petit peu de réflexion. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une typologie des logements locatifs en croisant deux variables qui sont disponibles dans l'enquête canadienne sur le logement. Le type de propriétaire, on peut distinguer, alors ici c'est le fichier public, parce qu'il y a quand même des fichiers publics qui existent de microdonnées, mais qui sont moins précis que ceux auxquels vous accédez dans les centres de données. Donc vous pouvez quand même déjà faire des tests chez vous, là, avant de vous rendre dans l'espace sécurisé du SIX par exemple. Et donc ici vous avez la typologie où on croise dans le fond des types de logements, des types de propriétaires avec le fait que les locataires, et c'est une variable dérivée par Statistique Canada, sont dits dans du logement social et abordable. Et en gros, c'est des personnes qui soit ont déclaré dans l'enquête que leur logement était subventionné, soit que leur loyer était fixé en fonction de leurs revenus. Alors ça, c'est le tableau produit à partir de l'enquête de 2018, la première vague, et vous voyez en fait les chiffres des unités. Ça correspond grosso modo à ce qu'on sait sur l'histoire du logement social et abordable au Canada. Par exemple, si vous regardez pour le public, le logement social et abordable, vous avez à peu près 200 000 unités. On a toujours dit qu'il y avait à peu près eu 200 000 unités de produites de HLM au travers du Canada. Donc on retrouve des chiffres. Si vous voulez désagréger ces données, vous pouvez toujours, je l'ai mis à droite, c'est un peu un détail technique, là, parce qu'on est quand même dans un univers où il y a quand même certainement des économistes dans la salle. Vous pouvez évidemment simplement faire des interactions entre les deux variables et vous trouverez à peu près les mêmes coefficients, mais plus fins, plus distanciés. On peut passer à la suivante. L'autre chose qu'on a fait dans la méthode, et je vais me concentrer là-dessus, là vous avez la description de l'échantillon. On ne travaille pas sur tout l'échantillon pour des raisons techniques sur lesquelles je pourrais revenir, mais en gros on travaille sur les adultes de 15 à 65 ans, ceux en âge de travailler, puisqu'on est sur des questions économiques. Évidemment, les revenus varient avec le cycle de vie. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'appariement qu'on a fait. On a apparié, dans le fond, pour régler le problème de sélection, on a fait un appariement à l'intérieur du
de l'échantillon pour le réduire, pour avoir un comparable. Alors, on aurait pu prendre, par exemple, les ménages qui étaient inscrits sur la liste d'attente pour du logement social et les comparer à ceux qui sont dans le logement social, mais ça diminuait beaucoup l'échantillon. Pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas toujours le faire parce qu'il y a des seuils minimums à respecter pour chaque... je vous passe les détails techniques, là, mais en gros, pour des raisons de confidentialité, ce n'était pas possible. L'autre chose, ça aurait été de travailler que sur les ménages à faible revenu, par exemple. On nous dit ça, mais oui, mais dans les coopératives qui ne sont pas des unités subventionnées avec un PSL, vous avez des gens qui ont un revenu assez confortable, même franchement assez élevé. Et donc là, vous les perdez dans votre échantillon. Et comme on voulait voir les effets de toutes les aides qu'on avait identifiées dans notre typologie, on s'est dit que l'appariement était le moyen, dans le fond, le plus adapté, dans le fond, à nos besoins. On a parié, pas seulement sur le revenu, ça aussi c'est quelque chose que souvent on nous dit, mais là, dans le fond, vous travaillez juste sur les ménages à faible revenu, c'est pas vrai. On travaille sur les ménages à faible revenu, et vous le voyez ici, faible revenu, qui sont plus âgés et qui ont une moins bonne santé. Juste sur ces trois variables-là, avant et après appariement, vous avez des fortes différences. Je continue, on peut passer à la suivante. Les résultats. Donc, trois grands effets qu'on a trouvés par rapport à nos résultats. Le premier, c'est sur l'abordabilité du logement. À gauche, vous avez la distribution du taux d'effort avant appariement et à droite après. La seule chose qui change, c'est ceux qui ne sont pas dans du logement social et abordable, évidemment. Eux ont beaucoup plus de difficultés après appariement à payer leur loyer. C'est normal, ils sont plus à faible revenu que les autres. Et donc, on le voit qu'il y a un effet, évidemment, de la composition des politiques sociales sur comment vous mesurez même le taux d'effort, d'une certaine manière. Dans le premier cas, on a fait une régression simple. Dans le premier cas, le taux d'effort est à 26% à peu près en moyenne pour notre échantillon. Dans le deuxième, il est à 45%. Lorsque vous avez du logement social dans le premier, ce taux d'effort ne descend à peu près que de 2%, et c'est non significatif. Dans le deuxième cas, ça descend d'à peu près 20%. Évidemment, c'est très significatif. Donc, juste pour vous montrer que oui, avoir des politiques et accéder à un logement social et abordable, lorsque vous êtes un ménage à faible revenu et plus vulnérable, c'est sûr que ça va avoir un effet sur ce que vous allez payer en termes de loyer. Là, ici, c'est le deuxième effet. C'est des modèles, en fait, où on a estimé sur la base d'une variable ordinale. Donc, on demandait aux gens quelle est la difficulté que vous avez éprouvée dans le courant des 12 derniers mois à payer pour les dépenses courantes de votre ménage. Et c'était une échelle de 1 à 5. Donc, on utilise une échelle ordinale. On fait une régression de l'ordinale. Et ici, je ne vous présente que le tableau. Après, il y a des contrôles. Il y a 4 dans le fond, modèles qui ont été estimés où on rentre successivement une série de variables. La grande leçon, c'est qu'on voit qu'effectivement, lorsque l'on contrôle pour la composition des locataires qui sont dans le logement social et abordable, les aides ont un effet sur leur bien-être économique ou un effet positif. C'est toutes mes cases en jaune. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les aides. Il y a des aides qui vont avoir des effets, la grandeur du coefficient va être plus ou moins élevée. Il y a des aides qui sont plus efficaces que d'autres, en d'autres termes. Le logement public, privé, les coops, lorsqu'il y a une subvention ou non, les OBNL, surtout lorsqu'il y a une subvention. Deuxième chose que je veux dire, c'est le modèle 3. Dans le modèle 3, on a rentré des variables sur les services auxquels les gens ont accès dans leur quartier. Et on a aussi rentré, dans le fond, on a regardé, il y avait des questions dans l'enquête canadienne sur le logement qui disaient « Oh, est-ce que dans les 12 derniers mois, vous avez demandé de l'aide financière à vos proches, votre famille? Est-ce que vous avez dû vendre des biens ou vous endetter? » Tout ça pour répondre à vos besoins de base, là, pas pour faire des dépenses ostentatoires ou quoi que ce soit, là, vraiment les besoins de base. Et est-ce que vous avez fait appel à un organisme communautaire ou de charité? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on le regarde et qu'on rentre nos variables de type, on a des profils très différents. Les gens qui reçoivent une aide au logement demandent beaucoup d'aide auprès d'organismes communautaires et de charité. Ils ne s'endettent pas. Ils ne vendent pas de biens, ils n'en ont pas, et ils ne font pas appel à leur famille ou à leurs proches. Et donc, en fait, ça dit moins, parce que souvent, c'est utilisé comme indicateur du bien-être économique, ces variables-là, mais lorsqu'on le croise avec des questions de logement, c'est plus tout à fait le cas. C'est surtout où les gens vont pouvoir avoir trouvé de l'aide. Et lorsqu'on a rentré donc, des variables plutôt comme des variables
indépendante, cette fois-ci dans notre modèle, ce que ça fait, c'est que ça a augmenté nos effets positifs sur certains types de logements, entre autres, par exemple, sur le logement public, qui est souvent décrié comme un logement stigmatisé où il n'y a pas de service, etc. Troisième effet, c'est sur le risque de ne pas avoir payé son loyer dans les 12 derniers mois. Donc ça, c'est une variable qu'on peut dire dichotomique. Il y a beaucoup moins d'effets, en fait, des aides là-dessus, des aides au logement, mais il y en a quand même pour certains, essentiellement où les gens ont accès à un logement qui est subventionné, où on peut supposer que leur loyer va être fixé en fonction de leurs revenus et pas une autre échelle d'abordabilité, là, comme on en a vu se développer ces dernières années. Par contre, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup de personnes avec, ça c'était un des enjeux de la stratégie nationale sur le logement, qui a une approche de gender-based analysis plus, d'approche de genre différencié plus, où on voit qu'en fait, toute une série de catégories qui sont considérées comme plus marginales ont des difficultés en fait à payer leur logement et vont être aussi plus à risque du coup de le perdre parce qu'on sait que c'est une des causes principales d'éviction. Pour conclure, dans le fond, on peut revenir sur des questions, comme je disais, donc sur des questions d'aide à la pierre. Dans le fond, le logement social et hors marché constitue encore, dans le fond, une des principales mesures de soutien au bien-être économique des locataires au Canada. Et ça, c'était important de le montrer et de le redire. De dire aussi que les aides à la pierre durables, à long terme, où le loyer est fixé en fonction du revenu, ont beaucoup plus d'effets. Dans les modèles aussi, il y avait une ligne sur les allocations logement, là, qui sont des programmes qu'on a au Québec, qui sont aujourd'hui soutenus au travers de la stratégie nationale sur le logement. On voit que les effets sont soit faibles ou inexistants, et ils sont même parfois négatifs. Donc là, c'était plus les conséquences politiques ou pratiques. Je vais vous passer ça, parce que ça, c'est plus des conséquences en termes de réflexion par rapport général aux politiques du logement. On pourra y revenir. On peut passer à la suivante, mais c'est plus sur, dans le fond, des critiques qu'on peut faire à la stratégie nationale sur le logement. Je pense qu'il faudrait quand même remettre au centre de la stratégie de la production de logements qui est réellement sociale. Et donc, on revienne comme, il y a un Greg Sutter qui a écrit un des derniers livres de nouveau, où on nous refait l'histoire des politiques du logement de manière très intelligente. Il le dit, on avait une politique sociale et du logement distinctive au Canada. Et surtout, on se distinguait des voisins du Sud là-dessus. Et donc là, il faut revenir dans le fond à ça. Et non, on pourrait critiquer, par exemple, comme d'autres le font, le fameux programme de prêt pour la construction d'appartements, où le niveau d'abordabilité est très, très élevé. En fait, c'est très difficile à payer, en fait, lorsqu'on regarde ce que ça propose. Les peu d'effets des programmes d'allocation au logement, alors que c'est une des mesures phares de la stratégie nationale sur le logement. Pourquoi? Parce qu'on s'y... Là, on a l'impression d'avoir un programme intégré, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça varie d'une province à l'autre. Les critères d'inclusion sont différents. Mes collègues des Maritimes, entre autres en Nouvelle-Écosse, ce n'est qu'une tranche d'âge qui y a accès, par exemple. Donc, c'est très, très disparate. Ce n'est pas un programme, c'est des programmes qu'on saupoudre. Et donc, ça n'a pas vraiment d'effet. Et donc, arrêter le saupoudrage, mais plus se concentrer sur certaines choses. Et finalement, continuer à valoriser le logement social qui existe déjà, l'entretenir, le soutenir, le maintenir, parce que c'est ça qui aide réellement les ménages en difficulté à payer leur loyer. Et je termine là-dessus. Voilà. Merci. On va poursuivre avec Hélène Bélanger. Bonjour, merci au Cyrano pour cette invitation. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les résultats d'une recherche en équipe, une action concertée qui s'appelle le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées. Donc, on va focaliser davantage sur un groupe de population spécifique, les personnes de 65 ans et plus, locataires sur le marché locatif privé régulier, c'est-à-dire pas dans les résidences privées pour aînés, qui est un tout autre sujet. Et pourquoi cette recherche? Sans grande surprise, on se retrouve en pleine crise du logement, on est en situation de spéculation immobilière et tout ça va alimenter l'insécurité résidentielle de facto ou perçue chez ces personnes aînées qui sont locataires sur le marché locatif privé. Donc, en équipe, c'est une action concertée, donc une recherche subventionnée par le Fonds Société et Culture du gouvernement du Québec. Et vous voyez la liste des membres de l'équipe et des partenaires de cette action concertée. Donc, la précarité résidentielle, on va la définir ici comme un continuum de situations qui vont rendre l'occupation du logement
incertaines, inadéquates, inabordables. Et les cas les plus extrêmes, ça va être des cas d'expulsion ou d'immobilité, parce qu'on en parle rarement aussi, le fait d'être obligé de rester dans un logement qui est inadéquat, trop cher ou insalubre. Donc, les deux situations peuvent se pointer dans le cas qui nous intéresse au niveau de la précarité résidentielle. On sait aussi, et ça, c'est même si ce n'était pas l'objet de notre recherche, on sait que les expulsions peuvent avoir de très graves conséquences sur la santé. Donc, ça devient un enjeu de santé publique. Et il y a des études qui l'ont démontré, notamment aux États-Unis, qu'il y a des corrélations très fortes entre les expulsions et les maladies chroniques et la mortalité prématurée. Donc, c'est un sujet quand même qui est assez important à investiguer. Nous, on s'intéresse plus spécifiquement aux personnes âgées, je le mentionnais, de 65 ans et plus, dans le marché locatif privé régulier. Pourquoi? Parce qu'au Québec, près du tiers des personnes âgées de 65 ans et plus font partie d'un ménage locataire et bon nombre se trouvent dans une situation financière précaire. À Montréal seulement, c'est 36 000 personnes seules de 65 ans et plus dont le revenu est insuffisant pour se loger. Et par ailleurs, bon nombre de locataires aînés demeurent depuis de nombreuses années dans leur logement sur le marché locatif privé régulier, ce qui fait que leur loyer se trouve bien en dessous du prix du marché actuel, dans un marché qui est en forte ébullition. Et ça les expose à des manœuvres légales ou illégales ou des tactiques d'intimidation pour que ces personnes quittent leur logement pour pouvoir augmenter le prix des loyers en changeant de locataire. On sait aussi qu'on a des politiques publiques, des programmes qui existent, qui visent à protéger les personnes aînées, donc à favoriser un vieillissement chez soi, favoriser ou protéger le maintien dans les lieux des locataires âgés. À partir de ce contexte-là, on s'est posé 3 questions sur la portée et les limites des moyens institutionnels, c'est-à-dire à partir de l'analyse du discours et de la jurisprudence de l'article 1959.1 du Code civil. Et au niveau des politiques, on s'est intéressé aux politiques de Québec pour tous les âges et au programme Municipalité Amie des aînés. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé également comment est vécue l'insécurité chez les locataires aînés à partir de 37 entretiens auprès de ces locataires. Et dans un troisième temps, on a regardé quels étaient les appuis des actions et les actions du milieu pour faire face à cette insécurité résidentielle. Notre recherche s'est intéressée à 3 cas en particulier. Saint-Jérôme, qui est un centre régional de 80 000 habitants, qui est très peu intégré au marché de la région métropolitaine de Montréal. 38 % des logements sont des bungalows, 40 % des appartements dans des immeubles de 5 étages ou moins. On s'est intéressé aussi à Longueuil, une banlieue proche de Montréal, pôle économique important, 5e plus grande ville de la province. Typologie de bungalow aussi, mais la moitié des appartements dans des immeubles aussi de 5 étages ou moins. Et finalement, un quartier central, Petite Patrie, plus jeune en termes de démographie, un quartier central en gentrification, gentrifié avec des plexes de 2-3 étages, des petits walk-up. Et les 3 cas démontre une augmentation de la population, mais aussi une augmentation importante des loyers rapides, ce qu'on voit dans toute la province par ailleurs, des taux d'inoccupation très bas, aussi bas que 0,2 % pour ce qui est de la ville de Saint-Jérôme. Si on regarde du côté des politiques, à partir de l'analyse du discours, 3 constats s'est dégagé de l'analyse des politiques MADA et Un Québec pour tous les âges. Premièrement, c'est que le vieillissement de la population est perçu comme étant un défi, un problème, notamment au niveau des soins, mais au niveau aussi de la moins grande contribution à l'économie. Et on ne tient pas compte, en fait, pour permettre ou favoriser un vieillissement chez soi, des problèmes plus systémiques, par exemple la crise du logement, sauf peut-être dans les plans MADA plus récents, notamment à Saint-Jérôme, où on commence à s'intéresser à ce contexte de crise qui perdure et d'abordabilité du logement. Il y a aussi la nature systémique de l'insécurité résidentielle, de la crise qui n'est pas reconnue. On traite comme un problème isolé. Donc, on traite des problèmes, on commence à s'intéresser à ça, mais ça devient un problème individuel. Il faudrait aider les personnes à être en mesure de continuer à se loger sur le marché locatif privé ou dans le logement social. Le langage utilisé est vague et non contraignant quant aux actions proposées. C'est davantage de l'information qui fait partie notamment des programmes MADA.
ou encore de la promotion de d'autres programmes qui favoriseraient un vieillissement chez soi. Quant à l'analyse de l'article 1959.1 du Code civil, il y a eu l'évaluation complète de la jurisprudence pour l'ensemble du Québec qui a été faite entre le 10 juin 2016 jusqu'au 18 juin 2022, juste avant l'élargissement des critères avec l'adoption du projet de loi 65 en juin dernier. Donc, il y a eu l'analyse complète de la jurisprudence quantitativement et qualitativement. 50 000 cas étudiés qui étaient passés par le tribunal administratif du logement. Très peu de mobilisation de cet article de loi qui protège les personnes aînées. On parle de 123 cas seulement qui ont vraiment impliqué l'article 1959.1. Et si on analyse qualitativement, cela aura permis de protéger seulement 35 locataires ou ménages locataires sur les 50 000 cas qui sont passés au tribunal administratif du logement. Évidemment, on ne sait pas la quantité de personnes qui ont pu être protégées avant, donc il n'y a pas eu besoin de mobiliser ou de passer au TAL. La seule adoption de cet article du Code civil aurait peut-être permis de protéger certains ménages locataires, mais ce que ça montre, c'est que cet article-là est très peu mobilisé par les ménages locataires. Et en plus, quand c'est mobilisé, bien, il y a une interprétation très différente selon un juge ou l'autre des critères d'inclusion ou de protection pour les ménages, que ce soit sur le critère du revenu, donc quelques centaines de dollars plus élevé que le seuil du revenu déterminé par l'article de loi va passer ou pas selon le juge. La même chose sur le critère de l'âge et dépendamment de la date où on passe au tribunal, bien, si notre anniversaire est dans 2 semaines, pourrait faire en sorte que le cas soit rejeté. Et la même chose sur le critère de durée d'occupation, donc quelques mois avant les 10 ans. Évidemment, les critères ont été élargis, c'est à saluer, mais selon nous, il serait surprenant que cela réussisse à faire en sorte qu'il y ait une plus grande mobilisation de cet article pour la protection des personnes aînées locataires sur le marché locatif privé. Maintenant, au niveau de l'expérience de ces locataires-là, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est vraiment une très grande insécurité d'occupation. En fait, ce qu'on voit sur le marché immobilier des 3 cas, il y a vraiment des ventes importantes des immeubles, donc des plex. Donc, à partir du site Centris, on peut très bien voir qu'il y a eu un bond entre 20 et 68 des ventes de plex en un an seulement pour le premier trimestre 2024. Augmentation des prix qui est très importante et les locataires, s'ils ont une très longue durée d'occupation, peuvent faire face à ces tactiques que je mentionnais au début de la présentation. Donc, on a fait un total de 37 entretiens, 13 à Petite-Patrie, 10 à Longueuil, 14 à Saint-Jérôme, diversité de profils de locataires, âge moyen des personnes interviewées, 72 ans, revenu moyen qui varie entre moins de 19 000 $ et un peu plus de 26 000 $. Donc, on voit que ce n'est pas des revenus très élevés. Le loyer payé moyen par ces locataires interviewés entre 673 et 883 $. Donc, on se retrouve vraiment en une situation de logement abordable selon la capacité des ménages actuellement qui vivent dans ces logements-là. Ce qu'on retrouve, en fait, sur le site Kijiji, à la même époque, les loyers comparables variaient de 1 341 à 1 481 $. Donc, il y a vraiment un écart incroyable. La grande majorité des locataires dans cette recherche font face, et là, on a classé leur expérience en épreuves. Épreuves interactionnelles, c'est-à-dire interaction avec les voisins, avec le propriétaire, des épreuves spatiales, ça c'est au niveau de l'environnement physique, et des épreuves financières, donc notamment la capacité de payer. Donc, la majorité des locataires interviewés font face à des épreuves interactionnelles. Donc, ça peut prendre la forme conflit avec un voisin, donc le nombre de plus indique en fait la prévalence de ces cas-là parmi l'échantillon interviewé. Conflit avec le voisin, on a même un cas de maltraitance d'un voisin, des menaces ou des tentatives d'expulsion, parfois frauduleuses, malveillantes, du harcèlement, de l'intimidation, des pressions ou des invitations à quitter l'appartement, des informations et même non-respect des droits des locataires ont été notés dans les entretiens qui ont été faits. On en a un exemple ici où on fait un peu de chantage émotif auprès d'une personne aînée parce qu'on voulait l'obliger à signer une renonciation, donc une rupture de son bail.
Quant aux épreuves financières, c'est vécu par à peu près la moitié des personnes interviewées. C'est vraiment les augmentations abusives de loyer, parfois de plusieurs centaines de dollars par mois. Puis il est à noter que ces augmentations sont trop souvent accompagnées de menaces ou de comportements intimidants de la part du propriétaire, ce qui fait en sorte que les locataires vont accepter ces augmentations abusives-là qui viennent directement du propriétaire ou de la compagnie gestionnaire. Et on a un cas ici, M. Greenstar, où il y a eu un flip et il avait accepté une augmentation substantielle de loyer. Et le nouveau propriétaire qui venait d'acheter, qui voulait reflipper, lui a exigé encore une augmentation, disant qu'il avait accepté en tout cas une espèce de stratagème pour obliger le locataire à accepter doublement l'augmentation de loyer. Finalement, à peu près la moitié des personnes interviewées ont rapporté des épreuves spatiales. Donc, on parle de manque d'entretien, salubrité du logement, présence de vermine, ou encore entrée du locataire dans l'appartement sans autorisation, en présence ou non de la personne locataire. Donc ça, c'est quand même assez grave, ce qui fait en sorte que certaines personnes aînées ont très peur, se barricadent littéralement dans leur logement pour éviter que les propriétaires entrent quand ils le veulent. Au niveau des actions du milieu, c'est des choses qui sont connues du milieu communautaire, donc les groupes de discussion qui rassemblaient principalement des personnes des groupes communautaires. Ils font de l'aide directe. Certains groupes communautaires sont dans l'alimentaire, donc il y a de l'aide alimentaire, on en parlait dans la présentation de Xavier tout à l'heure. Donc, le recours à l'aide alimentaire est là, la formation, l'information, donc les groupes sont très présents sur le terrain. Mais ils sont très conscients aussi qu'ils dépendent des subventions et parfois de subventions qui sont pas nécessairement récurrentes. Donc, ils doivent constamment renouveler leurs demandes de subventions pour être en mesure d'aider les locataires qui sont aux prises avec des situations d'insécurité résidentielle. Je termine. Donc, pour conclure, prochaine diapo, ce qu'on voit actuellement pour les personnes aînées locataires sur le marché locatif privé qui vivent déjà dans du logement abordable, ils font face à un marché du logement qui est très défavorable. S'ils sont obligés de quitter, ils sont dans l'incapacité de payer un nouveau logement. Ils doivent quitter leur quartier, même quitter leur ville. Il y a des limites quant aux moyens institutionnels qui sont mis en place, faible ou non reconnaissance de la précarité résidentielle dans les politiques, défaut de protection du 1959.1 malgré, je le rappelle, l'élargissement des critères et aussi le moratoire sur les évictions, les tactiques qui sont plus ou moins frauduleuses ou la pression indirecte qui peut être faite de la part de certains propriétaires ne cadrent pas, ne sont pas couverts, si je peux dire, par les moyens institutionnels. Ça se passe vraiment plus dans l'ombre. Et l'insécurité, elle est vraiment très présente chez les personnes locataires qui sont dans une situation précaire. Ils ont un bas loyer, ils vivent des épreuves multiples. Plusieurs savent où aller chercher de l'aide parmi les groupes communautaires, mais c'est une aide, même si elle est directe, elle est très limitée pour faire face à ces situations d'insécurité. Voilà, merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très emballé d'avoir la chance de parler à un public aussi sélect. Je termine notre panel, puis j'espère... en fait, je pense que j'ai un bel air d'aller. Le thème du panel, c'est le logement abordable, pour qui et pourquoi. Je vais vous présenter la conclusion, en fait, le cheminement qui nous a amené, nous, à jamais dire le mot logement abordable. On pense que c'est peut-être pas le terme dont on a besoin pour faire du travail utile. Je vais commencer avec la présentation, s'il vous plaît. Le cheminement a commencé avec un projet de recherche subventionné par la SHL dans le cadre du laboratoire de solutions portes qu'on a mené de 2020 à 2022 avec plusieurs des parties prenantes qui sont aujourd'hui dans la salle. Donc, merci de votre contribution. La question de recherche qui animait notre laboratoire de solutions, c'était comment augmenter de façon significative et pérenne la proportion de logements durables qui soient également abordables. On a rencontré à peu près une centaine d'intervenants et on est arrivé à peu près à moitié de notre recherche avec une liste de 531 problèmes bloquants. Pourquoi c'était impossible d'augmenter de façon significative les logements qui étaient abordables et durables. Donc, j'ai pour vous une présentation de 531 diapositives. En fait, c'est l'intractabilité puis l'insolvabilité de ça. Ça nous a amené à se demander s'il n'y avait pas une erreur conceptuelle, une erreur de cadrage, une erreur sémantique. Puis, c'est ça que je viens vous exposer aujourd'hui. Je vous avertis, j'ai mis des questions
pour vous dans ma présentation. Je vous implore de m'aider à respecter mon 15 minutes. Si je pose une question, c'est souvent une question rhétorique, donc vous pouvez juste vous lancer et ça débloque la prochaine diapositive. Au niveau de l'abordabilité, je pense un petit état des lieux, c'est quand même assez important. En matière de protection du pouvoir d'achat des ménages, le Canada affiche un des pires bilans au monde, donc par rapport au prix de consommation des services d'habitation et la progression du revenu des ménages. C'est rare que ça va aussi mal que ça va mal au Canada. Puis là, vous regardez peut-être des pays comme l'Italie, les États-Unis, d'autres pays du G7 où ça va mieux. Puis là, on regarde le Canada puis on dit « c'est Toronto ». Mais ces autres pays-là, ils ont aussi leur Toronto, puis ils ont aussi leur Vancouver. Donc, c'est certain que ce qui distingue le Canada, c'est quelque chose d'uniquement canadien. Donc, on regarde une situation qui se détériore à vue d'œil. Comme ça, je vais vous faire remarquer que les chiffres arrêtent en 2021. L'écart a grandi depuis, ça s'est accéléré, si ça se trouve. On va passer à la prochaine diapositive. Puis on se dit, bien, manifestement, les besoins sont grands. Il faut qu'on fasse du logement abordable pour les gens qui en ont besoin. Puis là, première opportunité de briller pour vous ici. Qui a besoin de logement abordable? Ça, c'est plus tard dans la réponse de supposer dire les gens qui ont des besoins particuliers, les gens à faible revenu. Comme est-ce que vous voulez? OK, on va le prendre comme ça. En fait, prochaine diapositive, je vous présente un cas qui a été médiatisé, rapporté. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est une personne qui est au Centre Bell, qui profite de la caméra RDS pour mettre son affiche. Je cherche un 3,5 à louer, plus ou moins 700 $. Je pose la question, est-ce que cette personne-là a besoin d'un logement abordable? Par rapport à qui, admettons? Tu sais, par exemple, si vous aviez, vous, un 3,5 à 700 $ de libre, et cette personne-là était dans une file, est-ce que vous lui direz, viens devant, et pour toi celui-là, par rapport aux autres personnes qui sont là? Évidemment, c'est une autre question rhétorique. On va cheminer ensemble avec une petite démonstration. Prochaine diapositive, on va y aller vraiment très rapide. Une transaction un peu typique dans le marché, quelque chose qui arrive constamment, c'est stylisé, ce n'est pas des données réelles, mais mettons, on regarde pour déménager, on a un budget mensuel de 1 000 $, donc c'est la colonne qui est la plus à gauche. Puis ça, c'est des unités qui sont disponibles, dont sont allouées dans la ville où est-ce qu'on regarde. Bien, si on passe à la prochaine diapositive, ce qu'on voit, c'est que nécessairement les moyens du ménage plafonnent les options. Donc, ce n'est pas vraiment possible de rentrer dans une unité qu'on n'est pas capable de payer. Mais même dans le marché résidentiel, si on passe à la prochaine diapositive, ça nous donne quand même peu d'informations parce que le marché résidentiel qu'on a est déstructuré et désorganisé. Il n'y a pas un lien si fort entre la qualité d'une unité et son prix. C'est très explosé tout ça. Donc, si on a 1 000 $, on peut regarder une unité de 3 chambres à coucher qui coûterait peut-être 750, 2 chambres à coucher 950, une chambre à coucher 900. Puis, on se dit, bien, comme les autres qui sont 2 fois plus chers doivent avoir 8, 10 chambres à coucher. Mais non, pas tout à fait. On voit des unités, par exemple, qui sont pas loin de 2 500 $ qui ont aussi une chambre à coucher. Et là, quand on regarde ça ici, puis on se dit, ah bien, je sais qu'est-ce que le ménage va faire, qu'est-ce qui passe sous silence? Si on passe à la prochaine diapositive, on voit que le pouvoir d'achat d'un ménage, ce n'est pas une expression de ses besoins. On ne sait pas du tout c'est quoi les caractéristiques du ménage qui a un pouvoir d'achat de 1 000 $. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé qui a absolument besoin d'être un rez-de-chaussée? C'est le seul rez-de-chaussée qui est disponible parmi toutes ces unités-là. C'est des choses qui sont au-dessus du 1 000 $. Où va cette personne? Si c'est un ménage qui est en fait assez fortuné, mais il a plafonné son budget à 1 000, bien, peut-être que lui, il va essayer d'aller chercher quelque chose qui est en dessous de son budget, mais il va proposer 1 000 pour s'assurer d'être celui qui l'a. On ne le sait pas. On n'est pas capable d'observer vraiment c'est quoi les besoins en regardant seulement le pouvoir d'achat. Si on passe à la prochaine diapositive, je vais vous montrer quelque chose de super intéressant. Je suis sur tous les groupes de location qui existent au Québec, sur Facebook. Je vous invite vraiment à faire ça. Ce n'est pas une blague pour vous faire rire, c'est super intéressant. Qu'est-ce que vous regardez dans la publication que vous voyez en ce moment dans Logement à Montréal? Il y a 2 choses que moi je trouve captivantes. En fait, il est plutôt clair. C'est en effet, l'expression des besoins est assez flexible. Donc, il dit qu'il cherche un 3,5 pas cher, certes, mais si on lui présente un 4,5 pas cher aussi, pourquoi pas? Qui d'entre nous? Hein? Puis l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que c'est une publication anonyme. Qu'est-ce qu'on sait à propos de cette personne-là? Peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à prendre des baux pour les mettre sur Airbnb. Comment est-ce qu'on le saurait? C'est anonyme. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de vous montrer qu'à moyen donné, les besoins sont infinis. Puis les besoins
sont infinis, c'est un peu une idée reçue en économie, ça ne nous aide pas tellement, mais le comportement qu'on voit ici est représenté transaction par transaction parmi toute la population. Quand on a un certain budget, puis on a quelque chose qu'on aimerait dans la vie, systématiquement, chacun d'entre nous, on va tenter d'avoir la plus belle chose qu'on est capable de se payer avec ce pouvoir d'achat-là ici. Qu'est-ce que ça provoque comme mécanique dans le marché, si on passe à la prochaine diapositive? Bien, c'est que fonctionnellement, tout le monde a besoin de logements abordables. Bravo, vous avez vu clair dans mon jeu. Le logement abordable, dans le fond, c'est un besoin qui est tellement représenté dans la population que ce n'est pas vraiment une distinction utile de dire on a besoin de logements abordables parce que si on avait l'opportunité de consommer des services de qualité à nos besoins en payant moins cher, tout le monde le ferait. Il y a peut-être des gens ici qui sont propriétaires occupants, comme si vous aviez un congé d'hypothèque, on vous rembourse votre maison, diriez-vous non? Évidemment, tout le monde cherche à consommer le service de meilleure qualité possible en payant le moins cher possible. Ce qui nous amène, nous, à nous dire, bien, c'est comme dire, on a besoin d'eau potable par rapport à l'alternative qui serait. Le besoin en eau de la population est nécessairement un besoin d'eau potable. Il n'y a pas de proposition sérieuse de dire on va avoir de l'eau potable pour les gens qui en ont vraiment besoin, puis de l'eau dangereuse pour les autres. À partir de ça, bien, on se pose la question, comment est-ce qu'on loge abordablement toute la population, si on passe à la prochaine diapositive? Bien, on va faire un petit peu d'arithmétique, c'est quand même assez tout simple. Là. On regarde les données sur la population du Québec et le stock résidentiel en ce moment. Tout le monde dans la population du Québec, à peu près, là, à quelques exceptions près, va finir par déménager. Au moment où est-ce que ces gens-là vont déménager, ils vont faire quoi? Ils vont exprimer des besoins infinis selon leurs moyens de payer. Ils vont aller systématiquement faire la plus belle chose qu'ils sont capables de s'offrir. Mettons, si on le prend transaction par transaction, prochaine diapositive, ce qu'on voit partout dans le monde, c'est que quand il y a une pression à la hausse sur les prix, puis on a vu dans les présentations précédentes qu'il y a une pression à hausse sur les prix en ce moment, le segment du marché qui est le moins dispendieux est systématiquement celui qui connaît l'appréciation la plus rapide. Puis, ce n'est pas vraiment dur de comprendre pourquoi. C'est une très belle étude de Urban Institute publiée en 2020 que vous voyez là. Si on sépare, dans le fond, tout le stock immobilier qui transige en 3/3, le prix le plus bas, le prix moyen, puis le prix le plus élevé, mais on voit que partout où est-ce que les prix sont à la hausse, en termes relatifs, le stock immobilier qui est le moins cher augmente plus rapidement. Si on passe à la prochaine diapositive, ce n'est pas vraiment compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe. Les ménages qui cherchent à déménager ne sont pas solidaires entre eux. Puis ils ne peuvent pas être solidarisés. Donc, quand il y a des affaires qui sont peu dispendieuses, nécessairement sont abordables pour un plus grand nombre de ménages, ces gens-là rentrent systématiquement en compétition les uns avec les autres. Ça, c'est un article de 2023 où est-ce qu'on disait « Ah, mon Dieu, les transactions sont au plancher, il ne s'est jamais vu un aussi bas volume de vente. » Malgré tout, les maisons qui étaient moins chères vivaient quand même la surenchère parce que c'est là qu'ils vont attirer tous les moyens de payer de la population. On a trouvé l'idée, on va faire du logement abordable pour les gens qui en ont besoin, donc on va faire du logement abordable neuf. Mais mettons, si on dit, on va répondre aux besoins d'abordabilité de la population, pas avec le stock résidentiel existant, mais avec la construction. Donc, les unités qui ont été livrées en 2022, c'est 57 000 environ, puis en chantier en ce moment, mise en chantier, il y en a 71 000, sur un stock d'à peu près 3,8 millions. Bien, certes, bonne idée. Mais on condense énormément de besoins sur un tout petit segment du marché. Puis, fonctionnellement, qu'est-ce que ça donne, si on regarde la prochaine diapositive? C'est que cette demande-là a une influence elle-même sur le coût de réalisation des projets. On utilise beaucoup le graphique que vous voyez à l'écran en ce moment pour parler de qu'est-ce que ça prend pour viabiliser un projet. C'est quand même assez simple, c'est stylisé, mais les coûts de développement sont essuyés par du financement. À peu près personne construit avec son argent propre. On rajoute là-dessus le prix de gestion de la propriété, que ce soit la gestion locative ou la mise en marché si c'est un projet pour propriétaire occupant. Et le loyer minimum requis pour que le projet soit viable doit lui-même essuyer les dépenses opérationnelles qui, eux-mêmes, essuient les coûts de développement. Ça, en ce moment, grosso modo, le projet le plus bien mené à Montréal, ça mène à peu près à 450 000 de coûts totaux, ici, là, en financement, gestion de propriété. Puis si on met un loyer, par exemple, pour un 2 chambres, ça revient dans une fourchette entre 2 400 et 2 800 $. Ce n'est pas beaucoup de gens en ce moment au Québec qui ont les moyens ou l'envie d'aller vers un projet, si neuf soit-il, à ce prix-là. Fait qu'on a une bonne idée, on va plafonner les loyers. On va faire de la construction, mais on va s'assurer que ce soit abordable pour un plus grand nombre de gens. Puis,
ma position officielle là-dessus, c'est que c'est une excellente initiative. Ça devrait être fait constamment, tout le temps. Mais la réalité de nos programmes, c'est que le manque à gagner entre le loyer plafonné et les coûts de construction n'est pas subventionné en ce moment au Québec. Il existe quelques programmes qui sont capables de combler cet écart-là, mais il n'en existe pas assez, puis souvent sont inopérants ou impossibles à opérationnaliser à l'échelle des besoins. Donc, c'est extrêmement dur de se dire, OK, bien, on va livrer sur le marché 1 million d'unités avec un plafond de loyer à 1 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. La position qu'on a prise, nous, c'est que comme l'entièreté des gens habitent au Québec, consomment des services de consommation, il faut qu'on se donne un stock immobilier qui est en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Je passe rapidement à travers certaines initiatives, évidemment, beaucoup de choses qui doivent être faites. On va passer à la prochaine diapositive. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris dans une présentation de Francis Cortolino de la SHL qui nous montre que, historiquement, quand le taux d'inoccupation était dans la fourchette de 5 à 7 % on préfère présenter le 7 % mais la croissance des loyers était en dessous de l'inflation pour la période de référence. Ça, c'est vraiment ce qu'on estime être une condition qui est bénéfique à l'ensemble de la population parce que plus que tout le monde fait la dépense compulsive en habitation. Si les loyers croient moins vite que l'inflation, ça veut dire qu'année après année, tout le monde a un peu plus d'argent pour se loger. Donc, on devrait viser raisonnablement un taux d'inoccupation de 5 à 7 %. On préfère dire 7 %. Prochaine diapositive. Les coûts de construction doivent absolument baisser. Ça n'a pas toujours coûté 450 000 faire un 2 chambres. Il y a des moyens de faire mieux. En Europe, en Asie, ils font des logements souvent de meilleure qualité que ce que nous, on fait à moindre coût. Donc, encore une fois, plein de choses qui doivent être révisées. Il ne faut pas qu'on épargne le stock existant d'une remise en question aussi. Le stock existant, en ce moment, sa valeur est entièrement déterminée par des transactions des acteurs privés. Bien, ce n'est pas des lois de la physique qui déterminent les conditions de transaction dans le marché privé. Il y a des mécanismes fiscaux, puis il y a des choses qu'on peut faire pour remettre en question, comme par exemple les mesures d'accès à la propriété ou d'autres choses qui contribuent à augmenter très rapidement le coût des propriétés qui sont en vente. Par exemple, des mesures fiscales comme des taxes sur les logements vacants ou même peut-être envisager enlever l'exemption d'imposition sur les gains en capitaux, résidence principale, très populaire auprès de nos élus. On peut aussi essayer de limiter la prise de valeur dans le stock existant avec des mécanismes qui viennent enlever un peu de pouvoir de pricing à l'acheteur marginal, donc des plafonds de loyer ou des mécanismes anti-Airbnb, parce qu'on sait qu'Airbnb accélère la prise de valeur. Puis, une des idées qu'on trouve super intéressante, c'est que le logement public, le logement OBNL, pourrait être appelé à jouer un rôle de buffer stock. Il y a les travaux d'Isabella Weber, qui a travaillé beaucoup en Europe et qui a beaucoup travaillé sur l'inflation des dernières années, qui montrent qu'en fait, comme c'est le manque qui provoque une hausse de prix, ça ne serait pas incohérent d'avoir un stock excédentaire de logements qui a comme fonction de garder le marché dans un état qui est favorable aux consommateurs. 2 dernières diapositives très rapidement. Pour nous, l'abordabilité, c'est un contexte. Le logement abordable, ça ne peut pas être réduit à l'unité. Puis, la proposition qu'on fait, dernière diapositive, c'est une sortie de crise qui laisse personne derrière, garantir, oui, l'accès au logement à toute la population dans les milieux durables, mais aussi protéger la mobilité résidentielle pour pas qu'il y ait des gens qui soient captifs de leur logement. Merci. OK, bien merci aux présentateurs. On va pouvoir passer à la période de discussion, la période de questions. J'aurais peut-être un premier point de discussion pour vous. On constate avec vos interventions sur l'abordabilité ou sur le logement abordable des problèmes, des possibilités, des options qui sont orientées tantôt vers des profils de ménage, tantôt vers des typologies de logement, tantôt vers des aides très ciblées ou des statuts d'occupation. Ma question, ce serait, est-on, selon vous, dans une perspective d'urgence là, avec la crise, où on devrait se spécialiser dans des segments précis de marché, de type de logement ou d'aides ciblées sur des besoins, ou plutôt viser des approches plus universelles, plus larges, plus générales, selon vous? Donc, j'aimerais vous poser cette question-là, sachant que la deuxième option est peut-être plus difficile à mettre en place dans le contexte qu'on est. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer. Je peux m'essayer, je peux me lancer, en fait.
Actuellement, ce que je constate, en fait, ma lecture des solutions qui sont proposées s'inscrivent en quelque sorte dans ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Donc, construisons en masse et ça va finir par percoler et faire en sorte que les prix vont baisser et le logement devenir accessible pour une bonne partie de la population. Si cette théorie-là fonctionne, ça prend du temps. Donc, ça ne répond pas à des besoins à court ou moyen terme pour les populations qui sont plus vulnérables. Et je n'entrerai même pas dans les considérations des limites, en fait, du succès de cette théorie-là au niveau de l'abordabilité, parce que certains travaux mettent en lumière, en fait, que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait taudification. Donc, qu'on ne rénove pas les logements qui se taudifient pour faire en sorte que les populations les plus défavorisées puissent accéder à ces logements sur le marché locatif privé régulier. Donc, une seule solution, non, généraliste. Mais je pense que ça prend une vision globale, mais avec certaines focales sur des populations plus vulnérables pour répondre à des besoins spécifiques. On le voit, bon, en fait, là, je vais ramener ça évidemment sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais de penser que le marché puisse répondre dans la situation actuelle à une population plus âgée qui vit de revenus fixes dans du logement que je nomme abordable selon leur capacité de payer, ça ne va pas durer. Ça ne dure pas. Ils sont vraiment très fragilisés dans la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est quelle solution à développer? Évidemment, on va pousser pour du logement non marchand sous toutes ses formes et la protection des locataires. Donc, ça serait un petit peu ce que je pourrais commencer. Merci. Je ne sais pas si Xavier. Oui, ben, pour continuer, c'est vrai qu'il y a sans doute, sur les interventions, il y a un peu un tri à faire, j'ai l'impression. Là, il y a beaucoup d'organismes à l'échelle canadienne. Là, quand je suis avec mes collègues et dans les réseaux canadiens qui réfléchissent à la situation des locataires aujourd'hui, qui disent, bon, avoir 8 ou 9 définitions de l'abordabilité dans une stratégie nationale, dans pleine crise du logement, en fait, on ne sait plus exactement où on va, on ne sait plus exactement ce qu'on produit. Heureusement, la SCHL a sorti des données il y a 2-3 semaines là, sur quels projets ont été financés au travers de la Société nationale sur le logement. Le fichier est en ligne, donc j'invite tout le monde à aller voir, à regarder. Mais tout de suite, un collègue qui travaille sur la financiarisation, Andy Crosby, me dit on va regarder qui a bénéficié de ça, par exemple, le fameux programme de construction des appartements. Si c'est des grandes compagnies financières internationales, qu'est-ce qu'on a visé? Donc là, il faut vraiment se poser ces questions-là sur c'est quoi l'abordabilité, où est-ce qu'on s'en va avec ça, et ça doit être, à mon avis, comme quelque chose d'universel. L'autre chose sur laquelle qui me frappe, moi, ces dernières années, et ça aussi, la SCHL a sorti un rapport, ils ont fait une grande enquête sur les barrières systémiques dans le système du logement pour les locataires. Et les deux barrières sont, pour accéder, on l'a vu, c'est pas compliqué, c'est le prix. Et quand vous êtes dedans, ce qui fait que vous quittez votre logement et que dans certains cas, et de plus en plus souvent, vous devenez itinérant, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut remettre, décloisonner les recherches sur l'itinérance et sur le logement. C'est fini que ces deux univers, là, c'est fini, ça. Ce qui vous fait perdre votre logement, là, c'est des problèmes avec votre propriétaire. C'est la sécurité. Alors, tu sais, c'est la sécurité, pas dans le sens sécurité résidentielle. Non, la sécurité, le sentiment de sécurité. On oublie que le logement, c'est d'abord ça. Vous êtes chez vous, fermez la porte, c'est le sentiment de sécurité, vous êtes vous-même, vous vivez selon vos normes, etc. Le mythe de la propriété, c'était ça. Je sais comment lisent les anglophones, chacun un roi dans son château. Là. Mais les locataires, ils ne l'ont plus, ça. Et ce qui les pousse hors de leur logement, et c'est dans un rapport, vous irez voir de la SCHL, là, ça vient de sortir sur les barrières systémiques, c'est qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et donc ça, il faut, tu l'as dit, les protections des locataires. Et de nouveau, je travaille avec des gens et des organismes partout au Canada, dans les réseaux, ils disent tous la même chose, ils ne sont pas protégés. Et quand il y a des belles protections en termes de loi, elles ne sont pas mises en œuvre, elles ne sont pas appliquées. Et donc, on le sait, une loi sans application, c'est beau, c'est du papier, mais ça reste du papier. Et donc, c'est un problème. Et ça, c'est à l'échelle du Québec, mais à l'échelle, en fait, du Canada. Et il faudra intervenir là-dessus parce que, ou sinon, on va continuer à nourrir de l'insécurité résidentielle, de l'itinérance, des problèmes. Et je terminerai là-dessus, c'est que l'itinérance, ça n'a pas qu'un effet au moment où ça arrive.
Mais ça a un effet à long terme. Si vous le savez, quand une personne devient itinérante, perd son logement, elle vit un traumatisme, et bien ça se répète. Et on le voit de plus en plus, même dans ce qu'on fait. Il y a des données dans l'enquête canadienne sur le logement. Les gens qui ont été itinérants, les gens qui ont vécu d'itinérance cachée, si vous rentrez ça dans vos modèles, ça va toujours avoir un effet négatif sur quelle que soit la mesure de bien-être sur laquelle je me suis un peu intéressé ces dernières années. Ça a toujours un effet négatif dans les modèles. Et vous contrôlez pour beaucoup, beaucoup d'autres variables, et ça continue à avoir un effet négatif. Juste sur la question universelle versus spécifique, je ne pense pas que c'est même envisageable ou praticable de faire des mesures universelles, à part peut-être des mécanismes fiscaux, mais en ce moment, c'est possible en théorie. En pratique, c'est très dur de, par exemple, augmenter les impôts. Il n'y a pas de parti qui a fait campagne là-dessus. Mais ça nous amène sur la question de est-ce qu'il y a vraiment une différence entre des actions à effet universel ou effet plus ciblé? Comme le marché immobilier est extrêmement dynamique, puis que les acteurs sont constamment en train de changer dans leurs besoins, puis aussi dans leur situation de vie, puis dans leurs moyens, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait appeler le hors-marché. Je ne pense pas que ça existe. Je sais que c'est un terme qui est utile pour parler d'une certaine teneur, mais toutes les actions qu'on peut faire, même pour des clientèles ciblées, vont avoir des effets de marché, puis de distribution, puis de mouvement de population. Fait que d'agir sur des clientèles ou des projets cibles, c'est toujours aussi d'influencer le contexte universel dans lequel toutes les personnes qui ont besoin de se loger vont se loger. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, derrière. Oui, bonjour. Ma question s'adresse soit à Xavier Leloup ou à Adam de Vivre en Ville. Qu'est-ce que vous pensez du programme de la Ville de Montréal pour la production de logements sociaux abordables qui oblige tous les nouveaux projets à en contenir, quelle que soit leur taille? Moi, j'ai travaillé un peu sur le programme, mais sur ses effets, donc dans la cohabitation, dans les projets, avec ma collègue Annick Germain, Damaris Rose, mes collègues Annick Germain, Damaris Rose, puis des gens de la ville que je salue, là, Martin, Cécile. Moi, personnellement, j'avais un avis plutôt positif, et je me souviens d'avoir eu des discussions avec, y compris des promoteurs qui n'étaient pas contre. Ça dépendait de l'un à l'autre. Tous n'étaient pas pour, tous n'étaient pas contre. Mais il y avait une certaine ouverture. Je pense que la dernière mouture était peut-être un peu trop compliquée, un peu trop ambitieuse au niveau des cibles internes du programme. Parce qu'au début, c'était quand même assez plus flexible, plus volontaire aussi. Peut-être que l'aspect coercitif, c'est avec les agents économiques, ça marche peut-être moins bien. L'autre chose aussi, c'est que ça débouché, à mon avis, à Montréal, dans un moment où c'était très difficile. Pour ce que je sais, que j'ai eu, comme je travaille sur le locatif, de temps en temps, je rencontre aussi des gens vraiment de l'industrie, qu'on se parle autour, entre autres, de Montréal, qui disaient qu'une des difficultés générales à Montréal, ça avait été le financement, en fait, des projets. Trouver du financement pour mener les projets était difficile parce que les taux d'intérêt avaient augmenté. Donc, je pense qu'il y a eu comme... Je sais qu'on a beaucoup parlé un peu d'échecs, mais je pense que ça a été aussi... je pense qu'il y avait quand même quelques limites internes au programme, mais je pense qu'ils ont aussi frappé un mauvais contexte. Vraiment, au niveau du développement, il y a eu, on l'a vu dans... Enfin, je veux dire, c'est pas des données... Ce que je dis là, c'est rien de caché. On l'a vu dans les données de mise en chantier. Ça a eu connu un pic. Alors, je ne suis pas économiste, alors je ne suis pas ça au jour le jour et au mois par mois, là, mais il me semble que ça a eu un pic vers 2021-2022, puis ça s'est complètement effondré. Et donc là, il y a vraiment eu, je dirais même au niveau de l'industrie, un problème, à mon avis. Je pense que c'est une très bonne idée en pratique, mais c'est très, très difficile. À cause de la diapositive, j'ai mis où est-ce que le financement entre le loyer plafonné et le loyer cible, puis le coût de construction, il n'est pas payé en ce moment. Puis s'il était complètement payé, s'il était payé sans condition, parce que souvent, le financement public vient avec des exigences de forme ou des exigences de gestion, comme par exemple, vous ne pouvez pas payer plus cher que tant pour une porte, mais si le prix de la porte monte pour des raisons qui sont en dehors du contrôle du programme ou du constructeur, manifestement, le projet devient impossible à livrer. Donc, l'idée d'une inclusion sur site, fantastique. Il faudrait que les sommes non plafonnées qui permettent de livrer ces unités-là soient acquises. Dans ces circonstances-là, ça pourrait, je comprends, des promoteurs privés dire, bien sûr, vous nous donnez le droit de construire, puis nous, on va le construire nous-mêmes, on va le faire, montrez-nous l'argent. Si l'argent n'existe pas, ce que ça fait, c'est que ça ne se passe pas. Je pense qu'il y a peut-être une erreur de catégorie ici. Les promoteurs à but lucratif, leur mission, ce n'est pas de livrer des unités, c'est de faire de l'argent.
C'est comme, ils n'en feront pas à perte, ils n'en feront pas à profit nul. Ce qui détermine si le projet va de l'avant ou pas, c'est la marge de profit. Puis le système s'est professionnalisé. Il y a des actuaires dans tous les développeurs, les créditeurs, tout le monde maintenant s'assure que les projets soient à peu près certainement rentables, à moins qu'il y ait une catastrophe. Fait que si les exigences de prix qui sont déposées par des programmes, ça fait que le projet est plus rentable, le projet se construit juste pas. Puis il n'y a pas de manière de contraindre les acteurs privés à déroger de ce comportement-là. Peut-être, moi, je voudrais juste rajouter, comme sur les projets qu'on regardait dans la première mouture de la stratégie d'inclusion, il y avait quand même des subventions qui étaient faites. C'était pas le promoteur, on avait parfois un peu l'image qu'il produisait du logement social et abordable, mais il y avait quand même des subventions qui venaient pour le faire. Et même parfois, il y avait des organismes parapublics, la SHDM ou l'OMHM, qui intervenaient aussi dans la production. Ce n'était pas juste la volonté. Il faut nuancer. C'est ça qui était intéressant comme dans ce qu'on a vu, c'est que c'était des projets qui devenaient quand même assez hétéroclites aussi au niveau du statut de qui était propriétaire des unités et qu'est-ce qu'on faisait avec. Mais aussi au niveau social, ça marchait. C'était comme il y avait une certaine forme de mixité. Ça, je pense, c'est quand même important de le lire. On va y aller, oui, avec une autre question. J'ai on ne voit pas clairement si ça te rend plus riche ou contrairement à si tu loues. Donc, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas peut-être le moment de démystifier cette... Oui, c'est une très bonne question. Et en partie, ça revient à la question des idéologies. Donc, idéologiquement, culturellement, il y a cette idée que c'est ça la réussite, c'est de s'acheter une maison. Et une partie de cette idéologie est aussi l'idée que c'est toujours un bon investissement. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est ça le mythe, c'est que on ne peut pas faire du mal à s'investir dans l'immobilier et en particulier son propre logement. Donc, c'est un peu cette idée, ce que j'appelle une idéologie ou une mythe qui est internalisée par des gens et ensuite ils souhaitent accéder à une propriété. Donc, ça, c'est dans une logique d'investissement. Dans nos entrevues, en fait, pour la majorité des ménages, ce n'était pas ça la raison pour vouloir accéder à la propriété. C'était des questions d'instabilité résidentielle ou la perception que s'ils n'accédaient pas à la propriété bientôt, ils auront des problèmes d'instabilité, qu'ils seraient expulsés, rénovictés, des choses comme ça. Et donc, en fait, ce n'était pas des logiques du marché, ce qui est un peu inattendu. Franchement, je croyais qu'on verrait beaucoup plus de ménages qui avaient cette mythe internalisée de dire « OK, mais c'est un bon investissement, c'est pour ça que je veux acheter une maison ». Mais finalement, c'était qu'une minorité des répondants qui ont eu ce discours. Et les discours dominants dans notre échantillon, au moins, étaient plus sur des questions de stabilité ou de tout simplement ne pas pouvoir trouver le type de logement qu'ils souhaitaient avoir dans le marché locatif. OK. Je vois trois autres personnes pour des questions. On a le temps? Oui, pardon. Oui. J'en ai une. Allez-y. Merci beaucoup pour vos présentations intéressantes. J'ai une question spécifiquement, commentaire pour Xavier. Dans ta régression, tu conclus que l'aide au logement est moins efficace pour réduire
disons, la perception d'insécurité des personnes que d'être dans un logement social où le prix pour le locataire revient à 25 ou 30 de son revenu. Mais en fait, si on regarde dans le contexte québécois et généralement au Canada, les programmes d'allocation au logement sont beaucoup moins généreux que l'aide financière qu'on reçoit quand on est dans un logement locatif. Donc, je crois que c'est aucunement surprenant que l'effet de l'aide au logement soit moindre. Ça, il me semble on ne peut pas conclure à partir de cette analyse que l'aide au logement est un mauvais mécanisme. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à comment la Finlande s'est organisée pour beaucoup réduire l'itinérance. Et en fait, c'est une combinaison il y a beaucoup plus de construction de logements abordables qui sont, dans bien des cas, construits par des grandes fondations comme la Fondation Y, qui bénéficient de certains allègements des coûts de construction de gouvernement, mais qui ensuite vont louer l'appartement au prix coûtant. Et ce qui permet aux locataires à faible revenu d'accéder au loyer, c'est un programme d'aide au logement qui est beaucoup plus généreux, malgré des coupures récentes du gouvernement centre-droite qui a été élu il y a plusieurs mois, un programme d'allocation au logement qui est beaucoup plus généreux qu'ici au Québec. Donc, je crois que si on regarde des modèles à l'étranger, on voit des façons de réarranger finalement les flux financiers qui peuvent faire en sorte qu'une aide au logement généreuse peut être compatible avec l'accès à un logement décent pour les personnes avec les revenus les plus faibles. Voilà, c'est ma remarque. Je suis d'accord. Effectivement, c'est vrai que dans la régression sur le bien-être au logement, ça ne ressortait pas, l'allocation au logement, parce que, effectivement, c'est un peu notre conclusion, entre autres sur la stratégie canadienne sur le logement. Là, ils ont mis beaucoup, et quand j'ai beaucoup d'argent, c'est des milliards, sur ces formes-là, et ça n'a pas l'air d'avoir un effet très significatif. Il y a des variations entre provinces aussi, qu'on n'a pas beaucoup regardées, que je n'ai pas détaillées, qui sont un petit peu... on les aborde dans le papier, mais pas assez. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Par contre, sur le fait d'éviter de ne pas avoir payé son loyer une fois ou plusieurs fois dans les 12 derniers mois, là, on voit un effet positif. Il faut pas c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la fois à ce que l'on regarde comme effet et aussi, effectivement, à la nature des programmes. Mais globalement, je veux dire, sur les allocations de logement, ce que moi j'en sais, par exemple en France, ils ont un programme assez généreux, généralisé, où les gens, dès que vous avez certaines caractéristiques, c'est des millions de ménages qui les touchent. Il y a une chercheuse, Mme Flambard, je ne me souviens pas de son prénom, qui a fait des études qui montraient que ça n'avait pas d'effet sur le bien-être économique des ménages, entre autres pour les sortir de la pauvreté, parce que ça poussait les loyers à la hausse, entre autres. Et donc ça, c'est l'autre problème. C'est pour ça que dans les conclusions, j'ai été plus vite. À la limite, je pense qu'un effet plus marquant, c'est le modèle PSL, où il y a un contrôle plus strict des loyers. Comment le loyer est fixé? Si on reste à la remorque du marché, on aura peu d'effet avec ces politiques-là. C'est saupoudrer de l'argent, à mon avis, et ce n'est pas avoir un effet significatif sur, dans le fond, le coût du logement pour les ménages à plus faible revenu. Et c'est pour ça que le PSL, par contre, il a l'air d'avoir un effet beaucoup plus structurant, dans le fond, oui. Parce que, comme vous dites, l'aide va être plus généreuse, elle va dépendre du revenu, en fait, du ménage, oui. et ne pas être lié à un critère d'abordabilité de, je ne sais pas moi, 80% du moyen médian, mais comme on voit comme les loyers s'envolent pour le moment dans la plupart des grands centres canadiens, c'est sûr qu'on ne rattrapera oui. jamais ça avec nos aides. Oui, effectivement. Okay. Et ce qui fait que ça fonctionne en Finlande, c'est qu'il y a beaucoup plus de logements hors marché dont les loyers sont fixés en fonction du coût. Oui, il ne faut pas oublier, le Canada, on a un des taux de l'OCDE les plus faibles de marché. On a 3 à 4 je pense, d'unités hors marché sur l'ensemble de notre stock. Ça fait à peu près 9 sur le locatif. On est loin derrière tous les autres pays de l'OCDE, sauf peut-être les États-Unis, où on est relativement dans la même fourchette. Mais même eux, apparemment, en ont un peu plus que nous. OK.
Merci. Il nous reste 5 minutes, 2 questions. Je vais faire ça rapidement. Ça m'a intéressé l'image où il y avait l'appréciation du prix qui était supérieur dans le cas des immeubles à faible loyer. Je pense que c'était la dernière présentation. Et on trouvait ça surprenant. Il ne faut pas perdre de vue qu'on parle beaucoup d'un logement de structure, mais le logement est situé sur du terrain. Et souvent, ce qu'on remarque dans les grandes villes canadiennes, c'est que, bon, à une époque, il y a eu une construction qui était abordable à une époque, mais qui maintenant est sur un terrain plus près du centre. Et ce n'est pas tant la structure, mais c'est le terrain qui a énormément apprécié et qui, dans les transactions immobilières dans les grands immeubles, entre en ligne de compte. Et aussi, ce qui est, disons, un peu, bon, je ne vais pas dire tragique, mais qui s'ajoute à ce problème, c'est que nous, on a fait des études sur les flux migratoires à l'intérieur des grandes villes. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, bon, les gens déménagent peu avec l'âge, mais ceux qui déménagent vont non seulement déménager à l'intérieur de la ville, mais souvent dans le même quartier même. Alors, quand on a un phénomène comme ça, bon, quand on est obligé de sortir, on sort, mais ça rend ça ajoute un peu à la problématique. Juste quelques petits commentaires. Merci. Merci. Adam, est-ce que tu voudrais... Oui, c'est ma tonne, c'est ça, je vais répondre. En fait, on est tout à fait d'accord, tout à fait aligné à la manière dont on présente, on schématise cet enjeu-là, c'est qu'on dit que la valeur d'un loyer s'est établie par l'addition de la qualité de l'unité, donc la finition, le nombre de chambres à coucher et sa localisation. La qualité de l'unité, souvent, c'est établi par le coût de production, la qualité de service. Par exemple, on ajoute une thermopompe, on paye la thermopompe, main-d'œuvre, etc. La qualité est toujours décroissante avec le temps. Les maisons sont toujours en train de perdre de la valeur au niveau de la qualité. Fait que si on voit le prix des maisons augmenter, ça veut dire que ce qui provoque l'augmentation des prix, c'est la localisation. Et la localisation, par rapport à la qualité, est beaucoup plus sensible au pouvoir d'achat de l'acheteur marginal. Très peu de gens vont faire la surenchère sur une thermopompe. Par contre, quand c'est le temps de déterminer c'est quoi la valeur d'une unité avec thermopompe à un endroit précis, c'est là qu'on condense toute la demande à cet endroit-là. Puis c'est pour ça que quand ça coûte pas cher, ça attire de plus en plus d'acheteurs qui vont indexer le prix au moyen d'achat du ménage le plus liquide qui est intéressé par l'unité. Merci. On pourrait y aller avec la dernière question. Parfait, merci. Je me demandais, il y avait une figure qui montrait là, justement qu'avec quand on avait des taux d'inoccupation beaucoup plus bas, on voyait une moins grande croissance justement des loyers. Mais on voit aussi depuis plusieurs années une augmentation des exigences auprès des locataires, comme les dépôts de sécurité, comme les enquêtes de crédit, et de plus en plus aussi des enquêtes auprès du TAL, donc les propriétaires qui vont aller vérifier est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes qui ont été faites par les locataires. Alors, je me demandais, considérant que pour résorber la crise de l'habitation, il faudrait construire un nombre X de nouveaux logements, que ça va prendre des années à le faire, quel outil réglementaire on peut mettre en place à plus court terme pour s'assurer justement que les droits des locataires soient mieux respectés? Je pense qu'on est relativement chanceux au Québec. On a des lois qui sont quand même assez bien écrites. Souvent, le problème, c'est que les lois, ça n'existe pas. C'est un peu choquant, là, mais c'est des mots dans un papier quelque part. Puis l'accès à la justice n'est pas garanti, même s'il y a une loi qui est très explicite à propos de ce qui est supposé se passer. Puis, un exercice le fun pour réfléchir à tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a le droit de choisir notre propre avocat? Pourquoi est-ce que ça devrait faire une différence, l'avocat qui nous représente, si la loi est appliquée équitablement et justement sur toutes les personnes? Bien, on a déjà un indice qu'en fait, la loi, c'est vraiment un médium d'interaction entre des principes, puis après ça, qu'est-ce qui se passe matériellement. On n'a pas, je pense, besoin de beaucoup de nouvelles lois en ce moment. On a besoin des mécanismes pour appliquer ce qui est déjà écrit dans le Code civil du Québec. Il y a un travail bien fait. Comme par exemple, le fait que le loyer est supposé rester le même entre les locataires, c'est juste une expression de ce qui se passe dans toutes les autres places de commerce où est-ce que tu n'es pas supposé capable de vendre des biens et services plus chers à quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas ou tu estimes qu'il y a plus d'argent. Merci. Hélène, tu voudrais le mot de la fin? Je ne sais pas trop quoi ajouter parce que tu as résumé ma pensée. En fait, c'est absolument ça. Puis je pense qu'il y a peut-être une petite parenthèse que j'aimerais ajouter par rapport au tribunal administratif du logement, qui a un peu dérivé par rapport à sa mission dans les dernières années. Donc, c'est plus difficile pour bien des locataires d'avoir accès à ce service là, du tribunal administratif du logement, comme l'ont souligné de plusieurs groupes communautaires. Voilà. Bien, merci. On va
va partir pour la pause du midi. On a jusqu'à 13h15. Donc, je vous invite à aller juste derrière vous. Le repas est servi.